Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le ministre délégué en charge de la décentralisation, Ahmed Mohamed Ramis, a présidé hier à Alisabié une journée de travail entre les parlementaires issus des régions de Ditil, d'Alisabié et d'Arta et les conseillers régionaux des dites régions. Et à l'actualité internationale, Erdogan et Poutine annoncent un projet commun afin de pacifier la Syrie. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Nous allons en ce début de journal en Azerbaïdjan où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, poursuit sa mission dans ce pays. Il a été reçu ce mardi par le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et ce matin, il s'est rendu au Parlement azerbaïdjanais. Les membres de sa délégation, composés des députés Safia El-Medjibril, d'Ahmed Hassan Mohamed et de Abdillahi Bilal Kidar, l'ont accompagné. Ont également pris part aux entretiens M. Mohamed Ali Kamil, l'ambassadeur de Djibouti en Azerbaïdjan, résident à Moscou, ainsi que de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, M. Elman Abdoulayev. Le président de l'Assemblée nationale, Olgley Assadou, a accueilli très chaleureusement son homologue djiboutien au sein du Parlement. Les deux présidents se sont félicités au cours de leurs entretiens des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays et qui se consolident de jour en jour. Le président Hamad a mis en exergue les échanges interparlementaires. Eh bien, ce dernier a saisi cette occasion pour inviter son homologue azerbaïdjanais à se rendre à Djibouti pour une visite officielle. Les deux assemblées ont constitué deux groupes d'amitié interparlementaire présidés respectivement par Roussel Kuzenov et Madame Safia El-Medjibril. Autre nouvelle du pays, une cérémonie de donation de kits scolaires s'est déroulée à l'école de Belbel 3. C'est près de nombreux kits scolaires qui ont été remis aujourd'hui plutôt par le gouvernement chinois au profit des élèves de l'école de Balbel 3. C'est près de 200 élèves qui vont bénéficier ainsi de ces kits scolaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice de l'école de Balbel 3 et de l'ambassadeur de Chine à Djibouti ainsi que du président de la commune de Balbela, M. Waberi Nour Eleye. A noter que ces matériels scolaires composés de cartables, cahiers, stylos et gommes vont soulager les bourses des familles les plus démunies pour cette rentrée scolaire. Il faut souligner également que les kits comprennent des lots réservés en cahiers, stylos, gommes et autres matériels scolaires qui serviront durant toute l'année scolaire prochaine. Plus généralement, il faut rappeler que ces opérations de distribution de kits scolaires sont devenues une tradition depuis plusieurs années. Les ménages les plus démunis y trouvent un soulagement important. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Badon, a reçu aujourd'hui le vice-ministre de la Défense japonais. Cette visite confirme la volonté de Tokyo de maintenir un contact étroit avec notre pays. Lors de cette rencontre avec le ministre de la Défense, le vice-ministre japonais était accompagné de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. Côté djiboutien, l'entrevue a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Japon, Ahmed Aret Ali, et le général Tahiro ainsi que le général M. Youssouf Arayada. Au cours de la réunion ont été examinées les relations bilatérales et les différents aspects de la coopération entre les deux pays. La présence des forces d'autodéfense japonaises à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime ainsi que le combat du terrorisme ont été au centre des échanges entre les deux parties dans la valeur commune et la paix conformément à la vision du président de la République, Ismaël Marguerite. Ils ont également discuté des derniers développements dans la région et des efforts conjoints dans le domaine du développement basé sur la formation et le renforcement des capacités. Le ministre et son hôte ont convenu de renforcer davantage les relations entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Durant son séjour, le vice-ministre du Japon visitera les installations des forces d'autodéfense du Japon. La visite de M. Miyazawa à Djibouti a pour objectif de renforcer la coopération avec la République de Djibouti, un partenaire stratégique pour le Japon,
dans le cadre de la lutte contre la piraterie et du maintien de la sécurité du transport maritime mondial. Les forces d'autodéfense du Japon sont déployées à Djibouti pour participer aux opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden et au large des côtes de la Somalie, et ce depuis 2009. Direction vers la ville blanche où la caravane de l'entrepreneuriat organisée par l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que l'insertion professionnelle s'est clôturée ce matin dans les locaux de la préfecture de la région de Tadjoura. Cette cérémonie, présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Hassan Idriss Samri, a vu également la participation du ministre de la décentralisation, M. Hamadou Aramis, qui a honoré sa présence aux côtés de son collègue. Était également présent à cette cérémonie le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta, ainsi que le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, ainsi que les représentants des partenaires financiers de la caravane, à savoir l'éducation, développement center. À l'issue de la cérémonie, les participants à cette formation, les 20 jeunes ont bénéficié d'une formation entrepreneuriat. Se sont vus remis les attestations des mains des ministres et les autorités régionales. Constitue l'épine dorsale de notre pays et l'avenir de notre pays. Étant donné que le développement galopant qui est réel aujourd'hui dans notre pays, le président l'a dit à plusieurs reprises, il veut avoir, comme dans d'autres pays africains, il y a des start-up aujourd'hui, des jeunes qui, on n'a pas de start-up pour l'instant à Djibouti, mais on aimerait que nos jeunes, c'est pas l'idée qui leur manque, mais on aimerait qu'ils développent, qu'ils poussent davantage pour qu'ils puissent monter des projets bancables. Donc, c'est pas les idées qui vous manquent. Il faut pas rester sur l'employabilité. Vous pouvez être certainement votre propre employé et vous pouvez employer beaucoup de gens. Le ministre en charge de la décentralisation a déclaré dans son intervention qu'il est heureux de participer aux côtés de son collègue du travail, M. Hassan Idriss Samri, à la clôture de cette formation sur l'entrepreneuriat au profit des jeunes de Tadjoura. Il a par la suite indiqué qu'il était convaincu que les jeunes qui se tournent vers qui se penchent vers l'entrepreneuriat et les métiers techniques ont plus de chances d'accéder dans le marché du travail. Les résultats des activités ne doivent pas décourager les jeunes qui se lancent dans les activités entrepreneuriales. À force de persévérer, vous allez arriver un jour, a-t-il dit, à des résultats positifs. Enfin, le ministre a félicité les jeunes qui ont choisi ce chemin afin de lutter contre le chômage. Après l'intervention du ministre de la décentralisation, le ministre du Travail est intervenu plutôt pour prononcer le discours de clôture de cette formation. Voici ses propos. Le chômage existe partout dans le monde. Même les pays qui se disent nous sommes riches, il y a toujours des chômeurs. Mais le problème, c'est qu'il faut réduire le nombre de chômeurs. Ça, c'est notre combat. C'est le combat du président de la République et c'est le combat du gouvernement. Donc, le président nous a donné des instructions de réduire le nombre de chômeurs. Le ministère du Travail, on a fait une réunion, on a dit comment réduire. D'où l'idée de l'entrepreneuriat. Si, par exemple, j'embauche une personne, donc ça s'arrête là. Mais si on crée une personne qui devient entrepreneur, non seulement cette personne va gagner sa vie, mais elle va faire gagner encore peut-être une dizaine d'autres. Ça permet de réduire le nombre de chômage. D'où l'idée de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vous allez gagner mieux, vous allez réfléchir plus et vous allez être compétitif sur le marché du travail. Vous pouvez être le plus grand diplômé, mais donc si vous ne devenez pas tout de suite responsable, vous allez gagner peu. Mais si vous devenez un entrepreneur, donc votre gain n'est pas limité. Vous pouvez gagner 500 000, comme vous pouvez gagner 1 million, comme vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et vous allez encore faire travailler des gens et faire vivre des gens. C'est la raison pour laquelle nous voulons créer nos propres jeunes entrepreneurs. Et qui sont ces jeunes entrepreneurs? C'est vous. C'est vous. Nous, on va vous donner la formation, donc l'encadrement, on va vous épauler, mais ce sont vos idées qui vont vous nourrir et nourrir d'autres personnes. Donc, essayez
de réfléchir, de continuer à réfléchir jusqu'à ce que vous ayez l'idée la plus bonne pour qu'on puisse vous aider à créer votre propre entreprise. Nous sommes convaincus que vous pouvez faire l'affaire. Nous sommes convaincus que vous allez devenir de futurs entrepreneurs. Et nous allons vous accompagner tout au long de votre chemin. N'ayez pas peur. Risque zéro n'existe pas dans le monde. Il y a toujours un risque, mais il faut réussir à surmonter ces risques. Je suis tout à fait conscient que Tadjoura, les jeunes Tadjoura vont dégager quelque chose de bénéfique pour la région et pour la République de Djibouti. Et après le nord, on vous emmène au sud du pays où le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Ramis, où il a présidé hier à Lissabé, au siège du conseil régional, une journée de travail entre les parlementaires issus des régions de Dikil, d'Ali-Sabié et d'Arta et les conseillers régionaux de dites régions. Cette rencontre a permis de discuter de la création d'un cadre permanent de concertation et de dialogue entre conseillers régionaux. Étaient également conviés à cette journée les préfets de ces trois régions, ainsi que des représentants de la société civile de la région d'Ali-Sabié, la région haute. Les discussions ont porté notamment sur les attentes des populations des régions et la concrétisation des objectifs recherchés à travers une autonomie financière permettant de mieux gérer chaque région. Alors arrivé sur le lieu, le ministre Alamis et sa suite ont reçu un accueil très chaleureux de la population d'Ali-Sabié, laquelle s'est fortement mobilisée. Ceci témoigne de l'engouement que suscite la décentralisation et qui s'est engagée sur une nouvelle voie plus palpable et plus concrète. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, et du député Moussa Yabé Oualsameh. Ce dernier s'exprimait à la place du doyen des parlementaires issus de la région d'Ali-Sabié, mais aussi de Dikil et d'Arta. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Opsi Ouaes, lequel avait un empêchement, le ministre en charge de la décentralisation a pu intervenir pour expliciter les étapes à franchir. Écoutons le préfet de la région d'Arta. C'est avec un grand honneur que nous accueillons à Ali-Sabié la réunion de concertation des stratégies de décentralisation dans les collectivités régionales sous l'égide du ministre délégué chargé de la décentralisation pour une meilleure collaboration des acteurs parties prenantes. Ainsi, je tiens à féliciter le ministre de cette initiative, ceci dans le but de concrétiser la politique du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, de renforcer la gouvernance locale des services publics en rapprochant l'administration aux populations, mais aussi à l'objectif de créer des pôles de développement dans les régions. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après une décennie de cadre institutionnel du processus de décentralisation, s'est renforcé de plus en plus à travers les réformes et les réalisations engagées par le gouvernement. Dans son discours d'ouverture, le ministre Aramis a fait tout d'abord un bref tour d'horizon de l'histoire de la décentralisation dans notre pays afin que l'assistance puisse apprécier ensemble le cheminement de ces processus. Il a rappelé que si l'idée de la décentralisation remonte aux premières heures de l'accession à l'indépendance, qu'elle fut inscrite de façon claire dans la Constitution de septembre 1992 en vigueur et que l'accord de paix et de concorde civile de décembre 1994 appuiera, c'est en 1999, à l'entame du premier mandat de l'actuel chef de l'État, son Excellence Omar Guelleh, qu'elle se concrétise par la mise en place d'un ministère délégué auprès de la primature chargé de la décentralisation, puis les élections des conseils régionaux, alors que précédemment les conseils régionaux étaient nommés par décret présidentiel. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional, pour ce mot de bienvenue, ainsi également les parlementaires qui se sont succédés ici. C'est toujours avec un plaisir renouvelé et une émotion sincère que je viens ici. C'est, je crois, la 7e fois que je viens dans la région d'Ali-Sabié depuis ma nomination en tant que ministre, et à chaque fois, je retrouve le même accueil convivial et chaleureux et la même sincérité. C'est un grand plaisir pour moi de s'adresser à vous à l'occasion de cette réunion entre parlementaires et les élus locaux
que le département dont j'ai la charge a initié pour créer un cadre de concertation permanent qui va vous profiter et qui nous profitera également pour faire avancer les processus de la décentralisation. En moins d'un an, beaucoup d'efforts ont été consentis pour traduire dans les faits notre programmation. Participe à cette dynamique notre réunion d'aujourd'hui à laquelle participent les représentants de vos 3 régions à l'Assemblée nationale revêt un caractère particulier car elle illustre la volonté de chacune des 3 parties, c'est-à-dire les collectivités locales, le ministère de la décentralisation et l'Assemblée nationale, d'aller de l'avant dans ces chantiers de la décentralisation. Chacune de nos régions a ses spécificités, ses potentialités et ses caractéristiques. Et le processus de la décentralisation a été accompagné dès le départ d'une série de projets destinés à doter les régions de pôles économiques destinés à créer des emplois durables et à fixer les gens sur place. Mesdames et messieurs les députés et conseillers, et sans vouloir déflorer vos débats, je viens à présent vous livrer quelques réflexions sur la journée de travail qui nous rassemble aujourd'hui. Envie de créer un cadre de concertation permanent entre les parlementaires ici des régions et les élus locaux des régions au regard d'une part de votre rôle moteur et d'autre part de la perspective à mes yeux essentielle d'une collaboration accrue pour assurer le succès des processus de décentralisation. Élus nationaux ou locaux, vous constituez à la fois les acteurs et les vecteurs dans le processus de décentralisation. Par conséquent, les efforts des uns doivent être relayés par ceux des autres pour une efficacité d'ensemble, d'une synergie d'action en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations que vous représentez à l'Assemblée nationale ou dans les conseils régionaux. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme en partenariat avec l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, a organisé un atelier de formation des formateurs sur la lutte contre la traite des personnes, et c'était au Palais du Peuple. Cet atelier de formation qui s'est déroulé sur une période de 4 jours s'est clôturé aujourd'hui par la remise de certificats aux participants. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Abdi Ismail Hessé. Cette formation faisait suite à l'organisation d'un atelier de validation de 10 modules de formation et qui s'est tenu les 26 et 27 février dernier. Ainsi, des magistrats, membres du ministère public et juges au tribunal de première instance, des officiers de police judiciaire, des corps de la gendarmerie nationale et de la sécurité nationale ainsi que les gardes-côtes ont bénéficié de cette formation. Pour laquelle vous avez été désigné sa mise en œuvre, c'est un instrument important et nous remercions également dans cet esprit de coopération l'ONIDC qui nous accompagne depuis la promulgation de cette loi et même auparavant pour nous appuyer dans la mise en œuvre de nos instruments juridiques. Autre nouvelle du pays, l'Institut universitaire de technologie industrielle a organisé aujourd'hui, en collaboration avec l'Agence nationale de l'emploi, une journée de simulation pour les entretiens d'embauche. Des étudiants de la filière technologique industrielle ont participé à ces entretiens d'embauche ou de recrutement. À travers cet exercice, on essayait de faire comprendre aux étudiants que ces entretiens d'embauche doivent être minutieusement préparés. L'étudiant doit répondre aux attentes de son futur employeur, démontrer ses compétences et ses talents et enfin être sérieux et convaincant.
Le directeur des études de l'Institut universitaire technologique industriel, le Dr Ahmed Hussein, a précisé que 50 étudiants de 3e année de licence ont été sélectionnés pour convaincre un jury de leurs compétences et de leur motivation. Chaque entretien d'embauche pour cet exercice durait 15 minutes. Et des organismes partenaires de l'Université de Djibouti. Les 50 étudiants des licences en 3e année sélectionnés doivent convaincre le jury de leurs compétences en s'appuyant sur la cohérence de leur projet professionnel à partir de leur CV pendant 15 minutes. Je profite de cette occasion de remercier à mon nom et au nom de l'Université de Djibouti les entreprises et les organismes qui ont répondu présents à cet événement malgré un emploi du temps très chargé. Merci pour leur professionnalisme et pour leur implication dans ce projet. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin une cérémonie de remise d'attestation de participation à tous ceux et à toutes celles qui ont pris part à l'atelier de formation sur l'élaboration des modèles numériques hydrogéologiques. L'on doit pouvoir ainsi évaluer l'impact conjoint du changement climatique et des activités humaines sur la disponibilité et la durabilité des ressources en eau souterraine. Eh bien, cet atelier avait été lancé le 2 mai dernier et a duré 3 jours. La cérémonie de remise des attestations de participation a été présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Hussein Rizash Joblé. Ont également pris part à cette cérémonie M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Habitat, M. Habib Ibrahim Mohamed, directeur de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat, le professeur Mumtaz Lazar, ainsi que des représentants de différentes institutions en charge de la question de l'eau dans le ministère de l'Agriculture, la direction de l'hydraulique rurale, direction des grands travaux, le CERB et l'ONEAD. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies des participants à cet atelier. C'est une formation qui porte, c'est de l'hydrogéologie en général, c'est-à-dire la discipline qui concerne les ressources en eau souterraine. Donc ça intéresse bien sûr beaucoup Djibouti, puisque la République de Djibouti est principalement alimentée en eau par les eaux souterraines. Et l'atelier donc portait plus particulièrement sur la modélisation des aquifères. Donc la modélisation des aquifères, c'est une méthode qui permet de représenter les aquifères. Les aquifères sont des formations géologiques qui contiennent la ressource en eau souterraine. Et donc la modélisation va représenter à l'aide d'équations mathématiques, c'est un peu de mathématiques, ces formations géologiques qui contiennent les ressources en eau souterraine. Et puis l'intérêt, c'est à l'aide de la représentation de ces aquifères par modèle mathématique, c'est ensuite de passer à la phase évaluation de la ressource et puis gestion de la ressource en eau souterraine. Donc pendant ces 3 jours de formation, voilà, donc ça a apporté sur les principes de base de construction des modèles mathématiques en hydrogéologie, et puis ensuite comment se servir, comment utiliser ces outils, ces modèles mathématiques, pour gérer, pour assurer, comme l'a précisé monsieur le directeur, la durabilité de la ressource. Le centre d'instruction de la gendarmerie 6 au PK 23, il y a eu une session de formation d'un autre genre. C'est également clôturé hier. Il s'agissait d'une formation pour l'obtention du certificat militaire dit premier degré ou CM1. Cette formation a été dispensée à une trentaine de gendarmes par le lieutenant-colonel Patrice Revel de la coopération militaire française. On prit part à cette cérémonie de nombreuses autorités civiles et militaires, dont le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et des OCAL de la région de Arta. Comme à la coutume, le chef d'état-major général de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, a passé en revue les troupes sur place. Le commandement de la gendarmerie a remis après le certificat militaire de premier degré aux 10 premiers d'entre eux, et le premier stagiaire qui a obtenu les meilleures notes a été élevé au grade de main du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden. Par la suite, la série des discours s'en est suivie. Le lieutenant-colonel Patrice Revel, lors de son intervention, s'est réjoui de l'efficacité, la discipline et la promptitude des gendarmes stagiaires. On
En quelques mots, je souhaite rappeler quelques éléments clés qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble du stage et de mesurer tout le mérite qui revient aux stagiaires présents devant vous, et à travers eux, celui dû à l'encadrement, aux instructeurs et à ceux qui ont contribué au soutien. Mais pourquoi un certificat militaire du premier degré? Mon colonel, conformément à vos directives d'instruction, vous avez voulu, par ce stage, mettre l'accent sur la formation de vos futurs cadres sous-officiers de la gendarmerie, une formation tournée vers l'engagement opérationnel. C'est bien de cela dont il s'agit, former des futurs chefs de groupe, leur inculquer les fondamentaux que tout jeune chef doit posséder pour être de véritables meneurs d'hommes au combat, mais aussi dans la vie quotidienne, dans leurs futures tâches de formateurs. Lors de son intervention, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a remercié le formateur, en l'occurrence le lieutenant-colonel Patrice Revel, qui n'a ménagé aucun effort et qui a apporté tout son savoir-faire et son professionnalisme. Il fait preuve d'une grande disponibilité et d'une générosité dans la transmission et des connaissances. On l'écoute. Vous êtes très bien formé, que ce soit physiquement et au niveau du combat. Donc, vous les stagiaires, comme il a dit le colonel Revel, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne fait que vous ne faites que débuter votre carrière. Maintenant, là vous étiez stagiaire, demain vous serez chef de groupe. Donc vous aurez une fonction et vous allez être suivi. Suivi pour voir si vous êtes en mesure de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises. Et on vous suivra pendant 2-3 mois, au bout duquel, si jamais vous êtes très bon, votre galon vous sera remis. Aujourd'hui, seul le premier recevra son galon. Parce qu'il faut faire une distinction entre vous. Et c'est normal, c'est dans les principes militaires. Donc, on vous attend au tournant. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la discipline, la fidélité au chef, le respect des ordres. Sans transition, le 1er mai 2017 à 19 h, agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont démantelé un trafic d'art émanant du patrimoine historique yéménite. C'est à l'issue de longues investigations que les gendarmes ont perquisitionné le domicile d'un individu qui s'est révélé être le vendeur d'objets issus du patrimoine historique yéménite. Au cours de cette perquisition, il a été découvert puis saisi une statuette mesurant 24 cm et pesant 1,75 kg d'une valeur inestimable. Le lendemain, les enquêteurs de la section des recherches et de documentation, au cours d'une nouvelle perquisition, ont à nouveau découvert et saisi une petite statuette mesurant 15 cm et pesant 250 grammes. L'individu qui a fait l'objet de cette nouvelle perquisition n'est autre que l'importateur illégal des œuvres d'art faisant l'objet du trafic de ce patrimoine historique yéménite vers Djibouti. Au total, ce sont 2 statuettes qui ont été saisies. Et c'est grâce au travail pugnace et sans relâche des gendarmes de la section de recherche et de documentation qu'a pu être démantelé ce trafic illégal d'art en provenance du Yémen. D'après les recherches effectuées sur l'origine de ces 2 statuettes, il ressort que l'une d'elles en albâtre, matériau naturel blanc marbre antique, est une effigie d'un roi prêtre du royaume de Saba, datant du 5e siècle avant notre ère et d'une valeur inestimable. Quant à la seconde, il s'agit d'une petite statuette très ancienne. Le haut commandement de la gendarmerie informe le public qu'il ne cessera jamais de traquer de jour comme de nuit les contrebandiers qui se livrent délibérément au trafic du patrimoine historique mondial et qu'ils seront présentés devant la justice. Rappelons que ce trafic est sévèrement réprimé car ces objets sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'issue de leur garde à vue, les 3 personnes impliquées dans ce trafic seront présentées devant la justice où ils devront répondre à leurs actes. Actualité à présent de nos frontières, Erdogan et Poutine annoncent un projet commun afin de pacifier la Syrie. Le président turc était hier à Sochi à l'invitation spéciale de son homologue russe, Vladimir
Poutine. Après de longues discussions avec Erdogan, le président russe assure que les relations avec la Turquie sont restaurées. Ils se sont mis notamment d'accord sur le projet de mise en place de zones de désescalade pour pacifier la Syrie, obtenir un cessez-le-feu et aboutir à terme de la paix. Nous sommes d'accord, c'est notre position commune, la création de zones de sécurité qui doivent pacifier la Syrie et renforcer les accords de cessez-le-feu. Comment contrôler des accords dans cette condition? C'est une véritable question pour les négociations à venir, a-t-il indiqué. Le président Recep Tayyip Erdogan a quant à lui confirmé les dires de Vladimir Poutine. Pour lui, la pacification est possible par les voies politiques. C'est le journal de la rédaction. Excellent week-end à toutes et à tous.